Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Imaginez-vous, chers amis, imaginez-vous tombant en 3e page de votre quotidien sur un entrefilet ainsi rédigé dans la rubrique Faits divers. Madame Josiane S., 57 ans, a été retrouvée ce matin tuée de 2 coups d'un objet contondant sur le crâne. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, on ignore l'identité du meurtrier. Madame S. tenait, sur la butte Montmartre, une boutique de souvenirs et d'articles spéciaux pour touristes. La police enquête. Quand vous avez lu ça, enfin si vous l'avez lu, vous pensez un crime banal. Attention, méfiance, piège des mots. Pourquoi ce crime serait-il banal? Parce qu'il n'est pas en première page, à la différence de certains autres qui ont instantanément les honneurs de la une. Il s'agit pourtant bien de la disparition d'un être humain frappé à mort par un de ses semblables. Et c'est là le piège, précisément. Le vocabulaire est terrible, car si l'on commence à trouver un événement banal, on passe très facilement, trop facilement, au normal. Or, pour nous, qui ouvrons quotidiennement ces dossiers extraordinaires, le piège serait encore plus grand, et il nous faut réagir. Voilà pourquoi nous voulons vous prouver, et nous voulons nous prouver, qu'il n'y a jamais de crime banal, que même derrière un entrefilet à la 3e page se cache une vie, un être humain passionnant en tant que tel. Voilà pourquoi Grégory Franck vous invite aujourd'hui, au bout de cette enquête, à faire connaissance avec le caporal à 4 épingles. C'est curieux, on dirait que la porte n'est pas fermée. On devrait aller jeter un coup d'œil. Les 2 hommes sur le trottoir sont perplexes. Comme chaque matin, vers 10 heures, ils ont chacun abandonné à leur première vendeuse la garde du magasin à l'heure du traditionnel petit blanc sur le comptoir. La rue des Martyrs à Paris, avec sa pente raide, ses vieilles maisons dont le soleil commence à lécher les façades, c'est encore un peu un village. Tant que les premiers quarts de touristes ne sont pas encore venus déverser leur contingent d'appareils à photo japonais, accompagnés de quelques milliers de litres de gaz d'échappement qui empuantent la butte, tandis que les gros engins à air conditionné stationnent, moteur au ralenti, à cheval sur le trottoir. Et pour l'instant, les 2 commerçants retardent un petit peu le moment de leur petit verre amical parce qu'ils sont perplexes. C'est en effet la première fois depuis 17 ans. Que la boutique de Madame Magda tient encore rideau baissé à une heure pareille. D'habitude, c'est elle la première ouverte, la dernière fermée, de 8h30 du matin à 2h du matin, à se demander quand cette femme trouve le temps de manger et de dormir. Or, pour l'instant, ce qui étonne les 2 commerçants, c'est que le rideau de fer est baissé aux 3/4 et que l'on aperçoit au ras du sol, entre les 2 petits morceaux de mur qui soutiennent les vitrines, on aperçoit le bas de la porte de la boutique et cette porte n'a pas l'air fermée. On devrait aller y jeter un coup d'œil, fait le premier commerçant. Non. C'est peut-être exprès, Écoute, je crois que l'on devrait au moins prévenir Lucien. On ne sait jamais. Lucien, c'est l'agent de police bien connu dans ce pâté de maison. Lucien est là très vite. D'ailleurs, il est toujours là. Après quelques explications des commerçants, le voilà qui se met à 4 pattes, passe sans façon le buste sous le rideau de fer et pousse la porte. Sa surprise est si vive qu'il laisse échapper un cri et recule en se cognant brutalement au rideau métallique. Il respire un grand coup, se frotte le crâne, remet son képi et ose enfin replonger. Il ne s'est pas trompé. La vitrine et la boutique sont complètement allumées. Et sous le néon blafard, le spectacle n'est pas beau. Madame Magda est couchée sur le lino du sol à plat ventre. Ses bras sont étendus et ses jambes repliées en grenouille. On ne voit pas sa figure, mais l'implacable lumière blanche révèle une horrible blessure derrière la tête. En fait, on voit complètement l'intérieur du crâne. Autour du corps de Madame Magda, partout dans la boutique, sont éparpillés des papiers par dizaines, par centaines, des lettres, semble-t-il. Lucien
a suffisamment de réflexe pour ne toucher à rien, pas même au téléphone pour appeler le commissariat. Il ressort, ferme le rideau en laissant les 2 témoins de garde, et moins de 10 minutes plus tard, le commissaire lui-même arrive sur place. Et, dans l'édition du soir des quotidiens, paraît le mince entrefilé « Madame Josiane S., 57 ans, a été retrouvée ce matin, etc., etc. » Et c'est là que vous avez pensé en lisant « Tiens, un crime banal. » Et c'est là que vous avez eu tort. Car voici maintenant tout ce qu'il y a derrière ces quelques lignes, tout ce que vous n'avez jamais pu savoir. D'abord ce nom. Josiane S. En effet, pour la police et pour l'état civil, Madame Magda s'appelle plus prosaïquement femme Josiane Safrani. Josiane a le doigt à son père, un homme bâti de telle sorte que le chroniqueur le plus ennemi des clichés n'aurait quand même pas pu s'empêcher de le désigner comme un solide paysan du Berry. C'est lui qui, avec ce prénom scandaleux de Josiane, avait pris la lourde responsabilité d'interrompre une chaîne plusieurs fois centenaire de Marie et de Madeleine. Le curé du village en avait été tout retourné, mais avait quand même fini par authentifier ce prénom inhabituel par le baptême. Non, sans avoir lancé une dernière fois, avant la cérémonie, et entre les dents, quelque chose dans le genre « Réfléchis bien, Étienne. Je t'assure que Josiane, ça fait mauvaise fille. » Mauvaise fille. Certes, elle ne l'était pas. Même lorsqu'elle se mit à fréquenter de mauvais garçons. De toute manière, Josiane disparut très vite au profit de Josie, puis de Magda. Magda, c'était une trouvaille de Max Safrani. Il avait commencé à l'appeler comme ça dès qu'ils s'étaient mis ensemble. Elle avait 17 ans. Oh, Josie, ça fait un peu gamine. Magda, c'est plus dame, plus chic. Et puis, ça te vieillira un peu. Elle mit donc ses meubles en commun avec Max Safrani. Ses meubles et aussi quelques sous qu'elle avait. Parce que ça n'était pas le mauvais type, Max. Juste un peu trop tendance à prendre la mouche pour un rien et à devenir tout rouge en disant qu'il allait tout casser à condition, bien entendu, qu'il y ait là quelqu'un pour le retenir. En fait, ça l'aurait fatigué de casser quelque chose. Et sa principale caractéristique à Max, c'était un poil dans la main, un poil respectable, un poil style baobab, une sorte de langueur exotique qu'il avait dû contracter, entre autres choses, pendant la campagne d'Afrique. Et ce baobab invisible planté dans le creux de ses mains bien soignées, des mains d'artiste, disait Magda, eh bien cet arbre représentait son honneur d'homme. Un honneur qui lui interdisait implacablement le moindre effort, le moindre travail. « Mais j'en regarde de quoi ?» répliqua-t-il, outragé, la seule fois que Magda osa faire allusion à la possibilité pour son homme de trouver peut-être un petit boulot, pas trop fatigant. Avec le frisson de la dignité offensée et du dégoût suprême, Max avait écarté une fois pour toutes cette infâme suggestion de leur conversation commune, et Magda avait bien senti que ça serait de mauvais goût d'en reparler. Ça lui aurait fait vraiment de la peine à son homme. Alors elle continua comme par le passé à se débrouiller pour faire vivre son ménage en faisant n'importe quoi ici et là. Mais attention, hein, non, ce n'est pas ce que vous pouvez penser. Elle avait fait toutes sortes de métiers curieux, mais jamais celui que l'on appelle le plus vieux métier du monde. Ah ça non. Même qu'un jour, au bar de la rue Blanche, avec Max et ses amis, et puis un inspecteur de police, ils étaient en train de boire un coup, comme ça, en copain, l'inspecteur lui a posé la question, histoire de savoir est-ce qu'elle faisait le métier. Alors, elle a répondu que non, bien sûr, et qu'elle ne le ferait jamais. Pour la faire marcher devant les autres, l'inspecteur a relancé « Oh, on dit ça, hein, mais si c'était Max qui te le demandait, il n'oserait jamais avoir une idée comme ça sur moi, hein, Max? Tu n'oserais pas ?» a rétorqué Magda du tac au tac. Et puis elle s'est rendue compte trop tard de la bourde qu'elle avait lâchée. Les copains et l'inspecteur ont tellement ri et se sont tellement moqués du pauvre Max. Ah, on peut dire que tu l'as bien en main, ta petite femme. Qu'est-ce que je vais prendre à la maison, pensait Magda. Eh bien, Max s'est simplement contenté de ne pas lui adresser la parole pendant 8 jours. Elle en a été malade et même après, elle a été pendant longtemps à ne pas oser lui parler d'un autre projet qui lui tenait à cœur, le mariage. Parce qu'elle avait décidé de l'avoir bien à elle, son homme, avec la belle robe, pas blanche quand même, mais au moins claire, avec les témoins, le maire qui ferait son sermon, les signatures, les photos, le repas. Elle a fini par y arriver quand même, sur le tard. Mais la victoire n'a pas été éclatante, du fait qu'à ce moment-là, la résistance de Max était déjà sérieusement amoindrie par l'intéressante quantité d'alcool qui prenait peu à peu la place de son sang. Enfin, elle est quand même devenue Madame Safrani, mais elle n'eut pas longtemps le maigre bonheur de partager ce nom avec son homme, puisque c'est peu de temps après qu'on le lui rapporta raide et froid, comme on l'avait trouvé vers les 3 heures du matin dans la rue Saint-Vincent. À ce moment, le caractère de Magda changea.
Alors qu'elle était ce que l'on pouvait appeler une belle femme dans la quarantaine, elle se transforma du jour au lendemain en une veuve sans âge. Elle devint grise, dure, âpre. Elle devint pour toujours Madame Magda. Et c'est elle que l'on allait retrouver un matin, le crâne fracassé sur le linot de sa boutique de la rue des Martyrs. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. À 40 ans donc, devenue veuve, ayant perdu son homme, Max, le seul qu'elle aima jamais, Magda fit le point. Elle n'avait jamais été près de ses sous, mais, bon an, mal an, laissant largement à son homme ce qu'il lui fallait pour vivre, elle avait quand même réussi, car elle n'était pas sotte, à mettre un peu d'argent de côté. Une fois payé les funérailles, avec beaucoup trop de fleurs, une fois réglé les comptes de Max avec son tailleur pour ses derniers costumes, une fois épongé les dettes de jeu, dettes d'honneur, il restait suffisamment à Magda pour prendre un petit fonds de commerce, pas seul, mais en participation avec une amie, veuve comme elle. Les années passant, Magda ne fit rien d'autre que travailler. Elle était gérante, tenancière, vendeuse. La boutique était ouverte tout le jour et tard dans la nuit. Pas de dimanche, pas de vacances. Elle réussit de cette manière à racheter les parts de son amie et se retrouva enfin chez elle. Elle avait 57 ans. Son commerce? Oh, c'était rue des Martyrs, une de ces boutiques qui, entre la place Blanche et Barbès, précédèrent les abominables sex shops. Dans ce magasin plein de lumière, on trouvait des cartes postales avec le Sacré-Cœur, des cendriers en métal moulé avec le Sacré-Cœur, des petits Sacré-Cœur en plâtre qui changent de couleur avec le temps, des boules remplies d'eau que l'on retourne pour faire tomber la neige sur le Sacré-Cœur. Venaient ensuite des petites poupées French Cancan en celluloïd. Et puis, juste à côté, il y avait le rayon des spécialités. À cette époque pourtant récente, la spécialité n'était pas bien méchante. Elle consistait d'abord en fanfreluches de dentelle jaune, mauve ou fuchsia, pour offrir aux dames. Il y avait aussi les photos dites suggestives, sur lesquelles on voyait des dames aux lèvres carminées, surprises par le photographe, au milieu d'un striptease naïf. Au milieu seulement, car la réglementation interdisait que l'on n'en montre plus. Voilà donc la marchandise que Madame Magda dispensait aux touristes qui repartaient vers le Massachusetts en emportant secrètement dans leur bagage ce qu'ils croyaient être l'esprit même du gai Paris. C'est au milieu de ces objets que Madame Magda siégeait depuis 17 ans, auréolée de mystère et du néon des vitrines. C'est au milieu de cette pacotille que les policiers la découvrent, le crâne fracassé, couché sur le linot du sol. Le mystère a disparu, l'auréole aussi. Le néon n'éclaire plus qu'un cadavre sanglant, et puis partout dans la boutique des papiers répandus, des centaines d'enveloppes et de lettres. Le commissaire est décidé à mener l'affaire rondement. Après tout, si ce crime est un crime banal, il ne peut pas l'être plus que dans ce quartier entre Pigalle et Barbès, quartier chaud, de réputation mondiale, où chaque nuit, les rondes de police interviennent dans d'innombrables agressions et bagarres de caniveaux. D'abord, première constatation très simple, sur le côté de la tête de la malheureuse, on découvre une seconde blessure. Il y a des traces de sang un peu partout à cause de la violence des chocs. L'objet qui a servi à frapper n'est pas retrouvé. La caisse de la boutique a été vidée de tout son contenu. Derrière le magasin, il y a le logement de Madame Magda. Une pièce et une cuisine. Commodes et armoires ont été fouillés. Mais impossible de savoir si quelque chose a disparu car personne n'est jamais entré là. Madame Magda n'avait pas de famille. Dans la cuisine, le contenu des placards a été répandu sur le carrelage, ainsi que celui des boîtes à épices. L'une d'entre elles, cependant, ne porte à l'intérieur aucune trace de produit. Elle est vide. Le meurtrier a certainement trouvé là les économies cachées. Quant aux empreintes, il y a celles de dizaines de clients dans la boutique et seulement celle de Madame Magda dans le logement. L'assassin devait porter des gants. Convaincu qu'il n'y a plus rien à trouver d'intéressant sur place, le commissaire charge un inspecteur de ramasser les lettres éparpillées et de voir si l'on peut en tirer une piste. Quand je vous ai dit que les choses iraient rondement, jugez plutôt. Interrogatoire des propriétaires et serveurs des cafés de la rue ouvert la nuit, trop occupés, ils n'ont rien remarqué. Les voisins de l'immeuble, ils n'ont rien entendu. On attend minuit pour faire une rafle. En effet, ce coin de la rue des Martyrs voit chaque nuit ses trottoirs arpentés par les spécialistes d'un commerce particulier, les travestis. On fourre donc dans un panier à salade tous ces jeunes gens qui perchent leurs mollets rasés de coureurs cyclistes sur des talons aiguilles, et les inspecteurs les voient débarquer avec l'œil monotone de l'habitude. Ils les connaissent tous par leur diminutif.
Ils essaient de rétablir en hurlant un peu de silence parmi la troupe piaillante qui a envahi le commissariat avec des airs de demoiselles effarouchées, et puis on prend note longuement des dépositions de Nanette, de Zizou, de Plume, Taffetas, Bouclette et j'en passe. Résultat, néant. Ces messieurs, dames, ne peuvent donner sur les noctambules curieux ou sur leurs clients de la nuit dernière aucun renseignement précis. Le lendemain matin, le jeune inspecteur, qui doit à sa position de dernier arrivé dans le service le pinsomme de classer et de dépouiller les lettres trouvées dans la boutique, se met au travail. Comme il faut bien commencer par un bout, il en a simplement fait un tas qu'il lit dans l'ordre. Or, ces lettres sont curieuses. Elles sont toutes adressées à Madame Veuve Safrani, rue des Martyrs. Les enveloppes sont ouvertes et à l'intérieur de chacune, il y a une autre enveloppe fermée, portant un simple numéro. À l'intérieur, encore, de cette seconde enveloppe, il y a des lettres manuscrites. Toutes ces lettres commencent immanquablement par « mon chéri » ou « ma chérie »,« mon ange »,« mon canard »,« mon oiseau ». Je vous passe le reste de la ménagerie affectueuse. Voilà donc un élément nouveau. La boutique de Madame Magda servait de boîte aux lettres discrète aux amours illicites. Il y a tout lieu de penser qu'à l'intérieur de la première enveloppe, les usagers glissaient un petit billet pour le service. Hypothèse immédiate pour les policiers, un amoureux secret est venu récupérer une lettre compromettante en simulant le vol. Deuxième possibilité, Madame Magda se livrait au chantage. Elle aurait alors été tuée par l'une de ses victimes. Mais cela ne ressemble pas du tout à ce que l'on sait du personnage et de sa probité morale à laquelle elle tenait par-dessus tout. De toute manière, l'assassin avait dû emporter la lettre qui le concernait et le seul moyen était maintenant de découvrir le registre où Madame Magda devait nécessairement conserver le nom de ses correspondants avec le numéro qu'elle leur avait attribué. Eh bien, en admettant qu'on le retrouve, ce fichu registre, on ne va pas s'amuser, soupire le jeune inspecteur en remettant de l'ordre sur sa table. C'est alors que ses yeux tombent sur une enveloppe étrangère aux autres. D'abord celle-là est froissée, alors que les autres sont bien plates à cause du classement. Ensuite, cette enveloppe-là, qui est ouverte et vide, porte un timbre, avec un cachet de la poste datant d'une quinzaine de jours. Et elle est destinée à un certain caporal Joseph Portier, domicilié dans la zone militaire de Metz. Comment cette lettre se retrouve-t-elle là au milieu du courrier de la rue des Martyrs? Abandonnant toutes les autres pistes, le jeune inspecteur signale l'enveloppe dissidente au commissaire et aussitôt un officier de police saute dans le premier train pour Metz. Seulement, on n'interroge pas comme ça un militaire. Il faut l'autorisation des supérieurs hiérarchiques. Cela demande une demi-journée. L'officier de police est patient et enfin il va pouvoir rencontrer le caporal Joseph Portier. Mais attention, à condition que la conversation ait lieu en présence des officiers. Comme les officiers ne sont pas libres, cela nous reporte au lendemain. Et c'est alors seulement que l'ordonnance chargée de convoquer le caporal s'aperçoit d'un léger détail. Mon capitaine, monsieur l'inspecteur, je suis navré, mais le caporal Portier est en permission actuellement. L'officier de police a failli lâcher un juron. Avec tout ce temps perdu, il a eu tout le temps de filer notre caporal, si jamais c'est lui, bien sûr, qui a fait le coup. Dans son dossier, on trouve une adresse, mais à Paris. Allons bon. Comme il n'y a pas de train avant le soir, l'inspecteur téléphone les renseignements à la capitale et en profite, avec l'autorisation hiérarchique bien sûr, pour interroger les camarades du caporal. Un garçon calme, effacé, monsieur l'inspecteur. Quand il vous donne un ordre, il laisse toujours sa phrase en suspens, comme s'il allait rajouter « s'il vous plaît ». Mais alors impeccable, toujours tiré à 4 épingles et intransigeant sur le plan du règlement et de la tenue. D'ailleurs, c'est bien simple, comme tout le monde, il a essayé de se trouver une petite amie en ville. Vous savez comment ça se passe. Eh bien, vous ne devinerez jamais ce qu'elle fait, la sienne. Elle est teinturière. Bon sang. Teinturière et en ville? Avec un peu de chance? Dans le quart d'heure qui suit, l'inspecteur est debout devant la porte de la teinturerie. Le bec de canne est enlevé. « C'est fermé !» crie une jeune femme à l'intérieur, mais elle ouvre quand même quand l'inspecteur lui agite sa carte de police derrière la vitrine. « Vous avez de la chance de trouver quelqu'un, fait la jeune femme. Je fais un travail pour un ami, gratuitement. Alors je suis resté après la fermeture. Comme ça, la patronne ne dit rien. » Et elle désigne, sur la table, un flacon de détachant, un bol d'eau salée, un grand manteau qu'elle est en train de nettoyer. « Tiens, remarque l'inspecteur, on dirait du sang. » Le manteau kaki porte encore quelques taches brunes. « Oh oui, c'est la première fois qu'il boit un peu trop et il a essayé de passer au travers d'un réverbère. Il a saigné du nez. »« Oui,
Ce sont des choses qui arrivent, fait l'inspecteur. En questionnant doucement la jeune femme, il apprend que l'ami, c'est bien le caporal Joseph Portier, et qu'il l'attend chez elle. Voici bientôt les deux hommes face à face. Le caporal ne fait aucune difficulté pour se rendre à la caserne. Pendant que les officiers s'installent pour assister à l'interrogatoire, l'inspecteur observe le jeune homme. Il correspond trait pour trait à son excellent dossier militaire. Un grand garçon, au regard bleu foncé, fine moustache blonde, menton carré, cheveux coupés très courts. Un de ces militaires, comme il semble que l'on n'en fasse plus. Un uniforme tiré au cordeau avec boutons, boucles et chaussures astiquées au chamois. Quelqu'un qui aime son état de soldat. Il fait un salut impeccable à son capitaine et attend l'ordre de repos pour se mettre à la disposition de l'inspecteur. Il donne des réponses précises, faciles à vérifier. Il est allé en permission à Paris. Il est rentré l'avant-veille par le train de nuit. Il a passé 2 jours avec des amis dont il peut donner les noms. Et ces nuits? Surtout celle où a été commis le crime? Il était avec une dame, mais il ne peut pas en dire plus car la dame est mariée. C'est en buvant avec ses amis qu'il a un peu exagéré, il s'est cogné à un réverbère et a saigné du nez. La blessure est guérie. Avant son départ, il est allé embrasser sa maman, qu'il a accompagné à la gare et lui a donné un peu d'argent. C'est à ce moment de l'interrogatoire que celui-ci est interrompu par le téléphone. « C'est pour vous, inspecteur. Vous prenez ici ?» L'inspecteur prend l'appareil, écoute en regardant le jeune homme raide sur sa chaise, puis il raccroche et dit « Vous m'avez menti. J'en ai la preuve. Je veux la vérité maintenant. » Le caporal marque un silence puis demande calmement à l'inspecteur de bien vouloir l'entendre seul, car il ne dira rien d'autre devant les militaires. Cette fierté de l'uniforme n'est pas pour déplaire au capitaine qui se lève et entraîne les autres gradés dehors. C'est vrai, le caporal a menti, il n'a pas vu sa mère, elle ne l'a pas accompagné à la gare, et il sait pourquoi. Les policiers sont au courant. Sa mère est en prison depuis 4 mois. Une première fois condamnée pour vol dans les grands magasins, elle a récidivé et purge sa peine. Cela fait très longtemps qu'elle vole par plaisir, précise le caporal. C'est pour ça que mon père est parti. Le caporal, tiré à 4 épingles, a traîné dans Paris, passant et repassant devant la porte de la prison sans y entrer. Puis, il est allé prendre un verre dans son ancien quartier, porte d'Aubervilliers, chez un ami ferrailleur. En sortant, il réalise qu'il a mis dans sa poche de veste un marteau qui traînait là. Il a fait cela machinalement pendant que le ferrailleur tournait le dos, tout comme sa mère mettait machinalement les objets dans ses poches derrière le dos des vendeuses au grand magasin. Malgré des verres avalés les uns derrière les autres à tous les comptoirs de rencontre, il n'a pas pu chasser cette idée de sa tête. Il était 2 heures du matin, quand il s'est retrouvé rue des Martyrs, devant chez Madame Magda. Il avait travaillé pour elle avant son service militaire, 1 ou 2 fois pour porter les caisses dans la réserve. Alors il est entré dans le magasin, il a parlé avec Madame Magda, jusqu'à ce qu'elle ferme. C'est lui qui a baissé le rideau en mettant ses gants pour ne pas se blesser. Madame Magda était là, grise et sèche comme sa mère, silencieuse comme sa mère. Il a frappé 1 fois avec le marteau. Elle est tombée. Elle gémissait. Il a frappé une 2e fois. Les gémissements ont cessé. Et puis il a pris tout ce qu'il a pu, de l'argent, quelques bijoux. Il a jeté des lettres partout. Et puis il s'est aperçu qu'il transpirait. Il s'est assis un instant derrière la caisse. Il a tiré son mouchoir pour s'éponger le front et c'est à ce moment-là que, bêtement, l'enveloppe a dû tomber de sa poche. Quand il est sorti, personne ne l'a vu, il a attrapé le premier train pour Metz, il a voyagé avec son manteau sur le bras à cause des taches de sang. C'est tout. Les psychiatres savent certainement pourquoi ce jeune homme a tué. L'image de Magda, trônant au milieu de ses fanfreluches, se confond avec celle de sa mère coupable de lui avoir légué à lui le beau soldat tout propre, des instincts qui vont peut-être le salir. Alors il tue Magda, il tue sa mère. C'est tout simple pour un psychiatre. Mais le caporal à 4 épingles, lui, quand on le questionne sur ses mobiles, il répond « Je vous l'ai dit, chers amis, il n'y a pas de crime banal. Derrière chaque meurtre, derrière chaque mort, il y a au moins une vie, sinon 2. »
venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. L'employé de la compagnie d'avion-taxi T&O de Nashville réajuste son nœud de cravate et regarde l'homme qui lui demande un avion pour Miami. Il est petit, un peu vulgaire, sa chemise n'est pas de la première fraîcheur, mais ses yeux, atteints d'un très léger strabisme, sourient derrière ses lunettes. Vous avez un départ de Labranif à 9h, c'est-à-dire dans 1 heure, fait remarquer l'employé. Labranif est une grosse compagnie privée des lignes intérieures aux États-Unis. Je sais, mais nous préférons voyager seuls et partir le plus vite possible. L'homme sourit toujours. Mais l'employé, qui semble décidément obsédé par son nœud de cravate et le réajuste sans arrêt, observe qu'il y a dans ce sourire quelque chose de contraint. « Bien, comme vous voulez. Vous êtes combien ? 3, moi compris. » L'employé consulte ses tarifs. « Eh bien, ça vous coûtera $210. Vous payez comment ? Cash. Vous avez l'identité des passagers ? Voici. » Et l'homme pose 3 passeports sur le comptoir. L'employé y jette un rapide coup d'œil. Il reconnaît le passeport du petit homme. L'autre est celui d'un individu au visage très gras, au cou de taureau, mais qui ne manque pas d'une certaine classe. Le 3e est celui de sa femme, une jeune beauté blonde. L'employé, toujours triturant sa cravate, appelle par téléphone un pilote et un copilote, remplit les billets de passage, tend les doubles au petit homme qui sort une liasse de dollars et paie cash. Vous embarquez dans 3 quarts d'heure. Où sont les autres passagers ? Ils sont au bar. Je les amènerai au dernier moment. Pas de bagages ? Non, pas de bagages. Le petit homme s'éloigne pour revenir 3 quarts d'heure plus tard. L'avion est prêt ? Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bimoteur de 10 places. Nous n'avions que celui-là de disponible. Il vous attend sur le parkway. Vous pouvez aller chercher les autres passagers. Si le nouveau départ du petit homme est discret, son retour fait sensation. L'employé, qui s'apprêtait à torturer une fois de plus sa cravate, se fige. Il aperçoit au loin, dans la foule, sidéré, un énorme bonhomme qui doit peser dans les 150 kilos et s'avance, en maintenant par un bras une femme hurlante que le petit homme à lunettes essaie de calmer sans y parvenir. L'employé identifie tout de suite le gros homme comme étant celui dont il détient le passeport ainsi que sa femme. Mais celle-ci crie « Je ne veux pas ! Je ne veux pas, où m'emmenez-vous ? Je ne veux pas aller avec vous !» C'est de force que le petit homme et le monstrueux mari amènent la jeune femme jusqu'à la porte d'embarquement. Évidemment, l'employé, qui vient d'être rejoint par le pilote et le copilote, s'interpose. « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Le gros homme, il semble avoir pris les choses en main, s'explique, d'une voix plutôt grêle d'ailleurs, malgré son volume. Peut-être est-elle rendue blanche par l'émotion. « Je suis médecin, messieurs. Elle est droguée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je dois l'emmener immédiatement pour la faire soigner à Miami. » Cette fois, le nœud de cravate n'est plus qu'une ficelle dans la main fébrile de l'employé qui hésite quelques secondes et déclare, tandis que le pilote tend les bras en travers de la porte, « Impossible. Nous devons prévenir la police. On ne peut pas vous laisser partir comme ça. » Un monstrueux bonhomme dans un complet d'alpaga couleur tabac qui se froisse sur ses 150 kilos de graisse, un petit homme qui louche légèrement derrière ses lunettes vole à l'aéroport de Nashville, embarqué de force dans un avion-taxi pour Miami, une jolie fille qui se débat en hurlant. « Mais enfin, puisque je vous dis que c'est ma femme !» insiste le gros homme. « Je sais, mais ce n'est pas possible !» déclare le pilote d'un ton péremptoire. « Avec ça, c'est sûrement possible !» Et le gros homme sort un revolver.
Le petit individu à lunettes de son côté, avec un synchronisme parfait, plante le canon d'un autre revolver dans les reins du copilote. « Allez, dit le gros homme, conduisez-nous à l'avion !» Devant cet argument sans réplique, le pilote, un moustachu décontracté, et son copilote, un blondinet au regard effaré, s'engouffrent dans le couloir qui conduit au parkway, suivi par les 2 dangereux passagers et la femme gémissante qu'ils tiennent chacun par un bras. À l'autre bout de l'aérogare, le téléphone sonne 2 fois dans les locaux de la police. Le premier appel demande que soit éventuellement intercepté un gros bonhomme qui doit peser dans les 150 kilos et un petit homme à lunettes qui viennent, semble-t-il, d'enlever une jeune femme devant un hôtel de la ville. Ils sont partis dans une Cadillac roulant à vive allure. Peut-être allaient-ils vers l'aéroport. Le deuxième appel provient de l'aérogare elle-même. L'employé de la compagnie d'avion-taxi Théo signale affolé qu'un gros homme et un petit, atteint d'un léger strabisme, viennent d'obliger, sous la menace de leur revolver, le pilote Brent Downs et le copilote Randall Crump à s'embarquer avec une femme non consentante dans un avion pour Miami. « Où sont-ils » demande le policier. « L'avion est sur le parkway. Il roule vers la piste. »« Ok, compris. Venez me rejoindre. » Le policier appelle immédiatement la patrouille qui se tient toujours prête dans une voiture sur le taxiway. La patrouille n'a rien remarqué d'anormal. Par contre, elle signale qu'en effet, un avion de la TO effectue son point fixe à l'extrémité de la piste, d'où il s'apprête à décoller. Ça y est, il roule. On ne peut plus l'arrêter? Non. Quelques instants plus tard, à la tour de contrôle, le policier est cramponné au micro. À ses côtés, l'employé de la TO est cramponné à son nœud de cravate. « Comment ça va ?» demande le policier au pilote Brent Downs. « Ça va » répond le pilote d'un ton étrangement décontracté. « Enfin, ça va, comme ça peut aller avec le canon d'un revolver entre les côtes. »« Où allez-vous ?»« À Miami. »« Mais non ! À Miami, ils seront tout de suite repris. Ils vous ont sûrement demandé d'aller ailleurs. » Il y a un moment de silence. Et puis le pilote, toujours décontracté, ricane. « Je ne suis pas autorisé à vous dire où nous allons. Faites comme si nous allions à Miami. À votre avis, est-ce que vos passagers sont prêts à se servir de leurs armes? Et comment voulez-vous que je le sache? » Et le pilote, qui ne manque pas d'humour, ajoute « Je vais les consulter. »« Ils vous ont entendu, » reprend la voix du pilote. « Et le gros monsieur qui est derrière moi m'a fait un signe affirmatif. Je pense qu'il a l'air décidé à se servir de son arme. » « Vous avez du carburant pour aller jusqu'où? » ?»« Théoriquement jusqu'à Miami, mais il se pourrait que nous soyons obligés de refaire le plein avant, à Jacksonville par exemple. Je vais en discuter avec mes passagers. À tout à l'heure. » Et le pilote se tait. Le policier sent une sueur froide sur son front pâle. D'un geste brutal, il tire sur le col de sa chemise si fort qu'il en fait sauter un bouton. L'employé de la TO, par contre, est complètement violé. Peut-être qu'il est en train de s'étrangler avec sa cravate. « Qu'en pensez-vous » demande le policier. Et sans attendre de réponse, il poursuit. Il avait fait le plein pour Miami. Bon, alors donc, s'il veut refaire le plein à Jacksonville, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter à Miami. Donc, ils veulent aller plus loin, hors des États-Unis. Les Bahamas peut-être, ou Cuba. Ou n'importe quelle île des Caraïbes. Peut-être même le Mexique. En 2 temps, 3 mouvements, le policier qui a repris son sang-froid méthodiquement fait informer le FBI, lequel FBI informe Interpol, puis, muni du passeport du gros bonhomme, un dénommé George Gaif, 34 ans, profession agent immobilier, le policier lance à travers la ville une nuée d'enquêteurs. Cela fait, il demande à l'employé de la TO, « Votre pilote, comment est-il » ? C'est un très bon pilote. Il a fait la Corée. Il a aussi travaillé au Brésil, dans la forêt. Bon, je vois, c'est plutôt le genre casse-cou. Non, il s'est assagi. Vous savez, il a 40 ans, maintenant c'est un type très relax. Il est marié? Oui, il a 2 enfants. Le copilote? C'est un jeune. Il s'est marié il y a 1 mois. Et ce gros type, vous l'avez bien vu? Oh, bien vu, non. Je l'ai un peu vu. Alors,
Alors, il a une belle tête, mais il est complètement obèse, il est monstrueux. À poil, il doit être horrible. La fille, par contre, elle est très très jolie, très élégante. À votre avis, c'est passionnel? Oui, je crois. Je dirais même sûrement. La fille veut le quitter et le gros type en est fou. Oui, mais fou d'amour ou fou de rage? L'employé lâche sa cravate pour faire des deux bras un geste évasif. Là, en effet, est toute la question. Allons-nous vers un drame sanglant ou vers un intermède simplement tragicomique? Les dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Un gros homme de 150 kilos aidé d'un petit homme à lunettes atteint d'un léger strabisme enlève sa propre femme. Malgré la résistance et les protestations de celle-ci, il oblige, sous la menace d'un revolver, le pilote et le copilote d'un avion taxi à les emmener vers Miami. Quelques instants plus tard, la tour de contrôle de Jacksonville appelle l'aéroport de Nashville. Elle vient d'avoir le contact avec le pilote Brent Down, qui l'informait de son intention de se poser dans 20 minutes pour faire le plein. Déjà, des comptes rendus téléphoniques d'enquête brièvement résumés s'accumulent sur le bureau du policier de l'aérogare de Nashville. Un enquêteur a vu la mère de la jeune femme qui vient d'être enlevée. La mère a déclaré que sa fille, qui se prénomme Sue, S-U-E, est venue habiter chez elle le mois dernier après avoir quitté le domicile conjugal en emmenant son enfant de 2 ans. Elle a pris un poste de standardiste dans un hôtel de Nashville. Son énorme mari a tout essayé pour la faire revenir. Hier soir encore, il a appelé sa femme qui travaillait au standard de l'hôtel et lui a dit, paraît-il, qu'il quittait les États-Unis le lendemain matin. Auparavant, il voulait lui remettre de l'argent et les bijoux qu'elle n'avait pas emportés. La jeune femme a donc téléphoné à sa mère pour la prévenir qu'elle ne rentrerait que vers 6 heures du matin, car elle verrait son mari vers 5 heures en quittant l'hôtel. Bien entendu, depuis, la mère est sans nouvelles. Un autre enquêteur a rencontré une amie du couple Sue et George Guife, qu'elle connaît depuis qu'ils se sont installés dans une luxueuse villa des environs de Nashville, tout de suite après leur mariage. Elle déclare sans complaisance que Sue n'a épousé George Guife que pour son argent. Leur enfant est venu au monde 2 ans plus tard. George a très vite déçu sa jeune femme, car son entreprise immobilière a fait faillite. Ses 2 autres entreprises, une boîte de nuit et l'exploitation d'une gravière, ne valaient guère mieux. Sue, qui devenait de plus en plus capricieuse, acceptait difficilement les scènes de jalousie de son mari. Elle acceptait encore plus difficilement qu'il la traîne d'une réception à l'autre pour tirer vanité de sa beauté. Mais elle n'a pas du tout accepté ses faillites successives. Depuis 1 an, elle allait de plus en plus souvent passer la nuit chez sa mère, avant de quitter définitivement son mari il y a 1 mois. Le FBI, qui a pris l'affaire en main, entre en rapport avec le policier de l'aérogare de Nashville. Ses agents, à Jacksonville, veulent tout connaître sur l'avion et sur la personnalité de ses occupants, leur intention étant de se rendre maître de l'appareil dès son arrivée sur le terrain. Faites attention, conseille le policier. L'homme est peut-être dangereux. Mais nous avons des tireurs d'élite. Ils crèveront les pneus dès que l'avion se sera immobilisé. Lorsqu'il verra que l'avion ne peut plus rouler, l'homme renoncera à son projet. C'est possible. Mais enfin, faites attention. Je crains que cet homme n'ait plus du tout de réaction normale. C'est qu'en effet, de nouvelles informations ne cessent de parvenir, qui permettent à peu près de reconstituer la vie de ce couple étrange. Il y a environ 10 ans, Sue, qui faisait des études pédagogiques, était couronnée à plusieurs reprises, Miss Collège, Miss Reine du ski nautique, etc. Elle était ravissante, mais ne cachait à personne qu'elle voulait avant tout de l'argent. « J'épouserai, disait-elle, l'homme qui me fera une vie de star. Physiquement, il pourrait être n'importe comment. » George, qu'elle a rencontré pour la première fois au collège de Nashville, enseignait la biologie. On ne peut pas dire qu'il était n'importe comment. La seule chose qui ait pu frapper la jeune fille, c'est sa colossale silhouette. Mais celle-ci n'a pas dû éveiller en elle le moindre désir. Les étudiants étaient myriades qui lui faisaient la cour. Et bien entendu, George Guife était amoureux d'elle. Celui-ci a tout de suite compris que,
Si elle refusait un étudiant sans avenir ou un professeur aux revenus médiocres, il pouvait avoir sa chance en devenant riche. Il a donc abandonné sa profession pour se lancer dans l'immobilier. Il faut croire qu'il avait pour cela quelques dons ou que l'amour décuplait ses facultés, car en 6 ans, il réussit à monter une affaire qui lui permit de rouler en Cadillac et d'offrir de somptueux cadeaux à la ravissante jeune fille. Après quoi, il l'engagea comme secrétaire dans son affaire et lui proposa de l'épouser. La jeune fille ne parut nullement gênée que Georges fût à ce moment-là encore marié et qu'il lui faille divorcer. La conduite bizarre de Georges ne semblait pas la déranger non plus. Elle pouvait pourtant donner à réfléchir, cette conduite. Malgré son poids énorme, il se prenait pour James Bond, parlait de ses bourrelets de graisse comme des muscles d'un Superman, portait toujours un revolver sur lui et se vantait d'avoir suivi l'entraînement des agents secrets. Sue supportait gaillardement que son amoureux mâchonne à longueur de temps des grains d'anis, qu'il appelait son régime de sorcier. Elle ne s'étonnait pas qu'il se prétende sorcier. Elle acceptait aussi qu'il organise dans son appartement d'étranges cérémonies au cours desquelles, endossant une pèlerine de velours noir, il murmurait des formules magiques dans une odeur d'encens. Elle feignait de croire, comme il l'affirmait, que s'il mourrait un jour, il reviendrait parmi les vivants sous forme humaine. Il faut dire que la mère de la jeune fille croyait à la réincarnation. Sue acceptait tout, à condition que ce fût compensé par de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est ainsi qu'ils se sont mariés en 1968. Aussi, le policier fait la grimace lorsque Jacksonville appelle Nashville pour annoncer que l'avion est en vue du terrain et les tireurs d'élite embusqués, l'un derrière une guérite météo, l'autre derrière une voiture de pompiers, un troisième contre le muret d'une citerne d'essence. « Vous faites ce que vous voulez, dit-il. Mais, voyez-vous, je crois avoir fait le tour du bonhomme. Alors voici mon opinion et celle de l'employé de la TEO qui l'a vu. Cet homme a payé un certain prix pour avoir cette femme à lui. Il a fait des efforts énormes, supporté l'humiliation de n'être accepté que pour son argent. Maintenant qu'elle le quitte parce qu'il est ruiné, il doit forcément lui en vouloir. D'un autre côté, il l'aime, il la désire. C'est la seule jolie femme qu'il ait possédée. Comme il ne peut plus la retenir par l'argent, il essaie de la reconquérir par la force. C'est la seule chance qui lui reste. Or, je ne sais pas quelle pourra être sa réaction lorsqu'il comprendra qu'il ne lui reste aucun moyen et qu'il l'a définitivement perdu. Qu'est-ce qui dominera en lui? Le désespoir? Alors c'est le suicide. La rage? Alors il la tue. L'amour? Alors il se rend. Vous avez une chance sur 3. Méfiez-vous. Mais à Jacksonville, déjà, l'avion s'est posé, il roule sur la piste, il roule, et alors qu'il est presque arrêté, des coups de feu éclatent. L'avion s'affaisse sur ses pneus crevés. Arrivant à toute allure, faisant fuir les oiseaux, 4 voitures de police suivies d'une voiture de pompiers entourent l'appareil. À ce moment, 2 hommes sautent de la carlingue, le copilote et le petit homme atteint d'un léger strabisme. Ils courent vers les policiers en criant « Vous êtes fous, il tire !» Lorsque le premier policier se précipite vers l'appareil et s'y engouffre, après un geste de recul, il se retourne. « Vite, vite, le docteur, les ambulances !» Il y a 3 cadavres dans le petit avion taxi. Le pilote, Brent Down, définitivement décontracté, qui a gardé un léger sourire sous ses moustaches. La belle Sue, qui n'aura jamais plus besoin d'argent. Et l'énorme George Guife. Lorsque les policiers sortiront les 3 cadavres de l'avion, il leur faudra un palan pour hisser le corps de l'obèse fou d'amour. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot.
Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.